Alors, pour que ce soit sympathique, notre entrevue d'aujourd'hui, j'ai apporté mon crayon frit. Ton crayon frite. Hey, sinon, ma première entrevue, tu sais, pour le SUS, quand j'ai été engagée, c'était intéressant parce que je l'avais eu à cause de mon savoir-être. Arrête de te penser bonne. Ben, écoute, ça a comme un autre tranchant. Mais j'étais comme, j'ai vraiment pas de savoir-faire. J'ai appris depuis. Elle a un J'ai vieilli. super savoir-être, mais aucune compétence. C'est une cruche. Coucou, ma belle Élie. Coucou! Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qu'on entend souvent, mais qu'on a parfois de la misère à définir concrètement, puis c'est le fameux savoir-être professionnel. Ben oui, parce que souvent, on va parler des connaissances, des compétences techniques, mais qu'est-ce que c'est le savoir-être exactement? Puis surtout, est-ce que ça peut s'enseigner? Je me demande, est-ce qu'on peut vraiment apprendre à devenir un bon intervenant, un bon infirmier, un bon technicien, c'est au-delà des connaissances, ou c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas? Bien, pour nous aider à démystifier tout ça, on va recevoir Jonathan Fournier. Lui, il s'est penché sur le développement du savoir-être professionnel dans le cadre de son doctorat en éducation. Bref, Jonathan, synthétise-nous ça. Yeah! Je suis Myriam. Et moi, Elisabeth. Bienvenue à Synthétise-moi ça. Bonjour, Jonathan. Salut à vous deux! Bienvenue sur notre plateau. Oui, ça nous fait vraiment plaisir de t'accueillir et ça me fait particulièrement plaisir parce que, bon, je dois le dire, on a travaillé ensemble dans le passé. Ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vus. Effectivement. Beaucoup de choses se sont passées depuis. Puis, tu sais, on travaillait ensemble comme intervenant dans un service de crise à l'époque. Je me souviens que tu avais des tâches d'enseignement aussi en même temps. Fait que là, on te rencontre aujourd'hui, puis j'ai pas pris de tes nouvelles depuis longtemps, donc on profite du micro pour avoir des nouvelles aussi, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis dans ton parcours, tu sais, qui t'a amené à nous aujourd'hui, puis à nous parler de ton sujet de doctorat. Puis, ben, en fait, je pourrais redire justement le titre de ton essai doctoral, qui est le développement d'un rapport compétent au savoir-être d'une profession. Plus spécifiquement, c'est une recherche collaborative en contexte de formation technique au collégial. Ben oui, ben c'est vrai que ça fait un bon bout de temps qu'on s'est vu, Elisabeth. Ben en fait, depuis qu'on s'est vu, ben effectivement, j'ai décroché de mon poste de travailleur social et je me suis consacré vraiment à l'enseignement en travail social. Puis j'ai décidé de faire un doctorat en éducation. En fait, c'est ça, mon objet d'étude portait sur le savoir-être. Fait que c'est ce qui m'amène à vous rencontrer aujourd'hui pour vous parler de ça. Puis pour moi, le savoir-être est inévitablement professionnel, là. Donc, implicitement, pour moi, quand on parle de savoir-être, c'est en lien qu'une profession, là, ou du moins une discipline, là. Ah ben, j'aime ça. On dirait que j'aurais pu l'appliquer dans d'autres aspects, mais je garde ça en tête puis je te rechallenge peut-être Ouais, avec c'est ça ça, parce tantôt, que mais- probablement que tu me parlerais peut-être de savoir-vivre ou de civisme, là, mais Ouais. on est dans d'autres choses, là. Donc, quand on parle de savoir-être, c'est vraiment collé à l'exercice d'une profession, fait que ça va représenter la manière qu'on va incarner une profession. Donc, quand on vient pour faire des actions professionnelles, des interventions, un enseignement, donner des soins ou simplement accueillir les clients qu'on a à rencontrer dans le cadre de notre profession, bien, cette manière d'habiter la profession, c'est ce qu'on appelle ce savoir-être-là, là. Donc, ça inclut en fait le terme professionnel quand on parle de savoir-être. Très bon. Donc, on dit juste savoir-être maintenant. Parfait. Tu piques ma curiosité, vraiment, là. Puis là, en fait, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ça, le savoir-être? Ouais, ben en fait, quand on enseigne, on se retrouve à accompagner des personnes étudiantes en stage, puis c'est souvent dans le cadre des stages que les problématiques en lien avec le savoir-être se manifestent. Les milieux de stage nous rapportent telle personne, le savoir-être, ça fonctionne pas, les attitudes ne fonctionnent pas. Il y a plusieurs programmes qui se trouvent à sanctionner, donc à envisager peut-être un échec pour les personnes étudiantes sur la base du savoir-être. Et moi, avec le département où j'enseigne en technique de travail social, je me suis intéressé, avant d'entamer mon doctorat, de est-ce qu'on peut enseigner le savoir-être tout au long du programme? Donc, la question se voulait quand même pas très bête, là, mais de se dire, on va s'assurer que les personnes étudiantes puissent cheminer tout au long du programme, qu'on leur parle de savoir-être dans les différents cours, que quand elles se retrouvent en simulation, en expérimentation, en laboratoire, bien, qu'on commence déjà à leur parler de savoir-être
pour que en stage, ben, elle commence à l'adopter, l'incarner, ce savoir-être-là, pour faire en sorte que ça se déroule mieux dans le cadre des stages. Donc ça a été un projet que j'ai mené dans mon département pour s'assurer qu'on traite des savoir-être dans tous les cours. Et une fois que les personnes étudiantes ont évolué tout au long du programme, mais je me suis posé la question sur, ben, on leur en parle, on veut l'enseigner, est-ce qu'elles l'ont réellement appris, le savoir-être? Donc, la question est venue de là, puis c'est comme ça que j'ai entamé ma réflexion dans le cadre de ma démarche doctorale pour me dire, oui, on veut l'enseigner, on veut l'évaluer, mais qu'est-ce que les personnes étudiantes peuvent nous dire de ça, de cette bibite-là du savoir-être qui est à développer? Bien, j'aime vraiment ça parce que justement, je voulais que tu nous ramènes à ton sujet, tu sais, en une phrase simple, puis la question que tu portais. Mais dans le fond, j'entends comme 2 questions. La première était à savoir, est-ce que ça s'enseigne le savoir-être? Et la deuxième, une fois qu'on pense l'avoir enseigné, est-ce que ça a bien été acquis? Est-ce que c'est ça? Exactement. Ben, en fait, la question que je me suis posée, Ouais. c'est comment les personnes étudiantes le développent, le savoir-être. Donc, ça a surtout été ça, la question que je me suis posée. Puis évidemment, c'est comme ça que je suis allé rencontrer des personnes étudiantes qui finissaient un programme avec, évidemment, il y a eu toute une collecte de données, des questionnaires, des groupes de discussion. Là, je vous épargne tout ça. Là. Puis pourquoi, selon toi, c'est un enjeu qui est important socialement et professionnellement? L'enjeu, c'est je me suis dit, si on arrive à comprendre comment les personnes étudiantes développent le savoir-être, ben ça va nous guider comme enseignants, comme superviseurs de stage, ça va nous guider sur comment on peut les accompagner pour réellement développer le savoir-être. Donc, pour s'assurer que ça fasse sens pour elles, les personnes étudiantes. Donc, le mot sens a vraiment pris beaucoup d'espace dans ma démarche doctorale. C'était cette quête de sens-là. Donc, comment les personnes étudiantes arrivent à construire du sens sur l'objet du savoir-être parce que quand on parle du savoir-être, on peut facilement tomber dans une forme de prescription. Là, donc, puis la prescription, on peut l'avoir, supposons vous regardez une offre d'emploi, il va y avoir les compétences attendues, le diplôme attendu, puis souvent, on va avoir des qualités autres qui sont souvent les marques de savoir-être. Capacité à prioriser, capacité à gérer la pression. On va retrouver ces traces de savoir-être-là. Donc, ça, c'est une manière de voir le savoir-être sous une forme de prescription. Mais le savoir-être, il y a tout un enjeu sur comment on arrive réellement à s'adapter en situation professionnelle. Et c'est dans cette adaptation-là qu'on va retrouver le savoir-être. Donc, comment ma personnalité va venir influencer, comment je vais agir dans une situation très précise, comment mes valeurs personnelles, mon éducation familiale, scolaire, les leçons que j'ai déjà apprises dans ma vie professionnelle vont venir m'influencer quand je vais accueillir un client ou quand je vais aller donner des soins en hygiène dentaire aux patients qui arrivent à la clinique. Donc, c'est vraiment tout cet aspect-là qui est très intrinsèque, donc qui est très spécifique à la personne qui va venir influencer comment elles vont habiter leur profession quand elles sont en situation professionnelle. Puis moi, c'est cet aspect-là qui m'intéressait sur comment les personnes étudiantes arrivent à créer du sens, comment elles arrivent à s'adapter en situation professionnelle pour développer le savoir-être. Puis là, en fait, toi, tu t'es intéressé plus au milieu collégial. Oui, oui. Y a-t-il une problématique ou un angle mort que tu as observé par rapport à ce milieu-là? Au milieu collégial, moi, je me suis beaucoup intéressé aux programmes techniques, là, donc les programmes qui mènent à l'exercice d'une profession. Ma co-directrice au doctorat, elle a étudié tous les programmes techniques qui existent au Québec, là, et dans tous les programmes techniques, qu'on soit en génie électrique, en design de produits ou autres, là, ils ont toutes des traces de savoir-être à un certain moment dans le programme d'études qui a été élaboré par le ministère. Là. Donc, quand on veut développer, en fait, le savoir-être, on sait que dans tous les programmes techniques, il y a des traces de savoir-être. Évidemment, quand on regarde l'exercice dans un DEP, par exemple, là, donc, il y a également des traces de savoir-être. Donc, en fait, toutes les formations qui mènent à l'exercice d'une profession, on va retrouver des traces de savoir-être parce que le savoir-être va surtout se manifester dans une profession où on est en interaction avec une personne. Puis l'interaction avec la personne peut être un collègue, peut être la personne destinataire des soins, des services qu'on va offrir, peut être aussi le gestionnaire qui va nous superviser. Donc voilà. Fait qu'aussitôt qu'on est dans l'exercice d'une profession où il y a de l'interaction, il y a une trace de savoir-être. OK. Donc, la trace de savoir-être, c'est pas tant dans la formation que de ce qui est donné, mais dans
dans ce qui est attendu Exactement. du professionnel en devenir. Exactement. C'est ce qui est attendu du professionnel en devenir parce que les traces de savoir-être, les éléments de savoir-être se veulent des caractéristiques de la profession. Donc, si vous vous représentez la profession de l'infirmière, on pourrait accorder certains savoir-être qui sont spécifiques à l'exercice d'une infirmière. Même chose pour les travailleurs sociaux, pour les designers industriels ou autres, là. Donc, quand on veut développer les savoir-être, il y a une importance à avoir les savoir-être qui sont générales. Donc, si on pense à l'infirmière, quels sont les principaux éléments de savoir-être qui sont attendus d'une infirmière? Mais après ça, dans l'exercice de l'infirmière, on pourrait parler d'un savoir-être qui est spécifique quand elle est à l'urgence d'un hôpital, quand elle donne des soins communautaires dans une forme de travail de rue, quand elle est dans une clinique communautaire. Donc, quand on veut développer le savoir-être dans une maison d'enseignement, on va vouloir aborder les savoir-être les plus caractéristiques de la profession, mais on sait que dans l'exercice de la profession, il va y avoir des éléments de savoir-être encore plus spécifiques selon le milieu où la personne pratique, là. C'est ça, c'est selon le contexte et le chapeau que la personne a Exact. porté, là. OK, je vois. Bien, en fait, on va parler souvent des savoirs, au niveau des connaissances, on va parler du savoir-faire qui est plus relatif aux compétences techniques. Donc, le savoir-être, ça englobe quoi exactement? Tu viens déjà nous en parler, mais on dirait que j'aurais le goût que tu l'inscrives à travers ce qu'on entend, savoir-faire, savoir-être. Oui, c'est Ouais. ça. Ben, quand tu me parles de savoir-faire, Ouais. savoir-être, savoir, ben moi, ce que je vois derrière ça, c'est la compétence. Tu sais. Donc, quand on se retrouve à enseigner, ben c'est des compétences qu'on veut développer. Puis, ultimement, si je suis une personne qui veut embaucher des professionnels, ben je vais rechercher le professionnel qui est compétent. Donc, je vais embaucher quelqu'un pour ses compétences. Puis, dans l'exercice des compétences, ou si je parle pour le milieu de l'enseignement, dans le développement des compétences, ce qu'on veut, c'est de s'assurer que la personne puisse avoir tout ce qui est dans les composants de la compétence. Donc, les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Donc, si je veux développer une compétence ou j'ai à exercer une compétence qui est de l'ordre de réaliser des interventions en situation de crise, par exemple, bien, évidemment, ça va solliciter des savoirs, des connaissances. Donc, c'est quoi les types de crises? C'est quoi les ressources communautaires du quartier que je vais peut-être solliciter? Ça va amener des savoir-faire. Donc, comment je vais arriver à aller collecter l'information auprès de la personne, le type de questions que je vais poser. Mais il y a toute la question aussi du savoir-être. Donc, comment je vais faire preuve de patience, d'indulgence, comment je vais être capable de m'assurer d'avoir une confiance en moi quand vient le temps de prendre des décisions, comment je vais gérer mon stress aussi dans cette situation de crise-là. Donc, ce sont tous ces éléments-là qui viennent démontrer que la personne, elle est compétente. Donc, quand on parle de savoir-faire et savoir-être, pour moi, ça devient des composantes de la compétence qui sont à développer, à enseigner, à apprendre dans un programme technique ou préuniversitaire ou tout autre, là. Ou même dans des milieux, en tout cas, je ne sais pas, toi, Mimi, ça te sonne quoi? Moi, je trouve ça vraiment intéressant. On dirait que, justement, on entend beaucoup parler des connaissances et, en tout cas, très peu, justement, sur comment on s'attend puis qu'est-ce qui est attendu, du savoir-être des... Ben, là, je vais dire des intervenants parce que c'est plus mon milieu, mais oui. Tu sais, au final, là, ce que je comprends, c'est que les compétences, c'est un peu aussi la personne, sa couleur, son bagage, ce qu'elle est. C'est ça que tu tentais de décrire aussi un peu? Pas tant, parce que la compétence, ça va être ce qui va être attendu dans l'exercice d'une profession. Donc, par exemple, si on regarde une personne enseignante, ben, dans les compétences attendues, il faut qu'elle soit en mesure de planifier ses cours, il faut qu'elle soit en mesure d'évaluer les personnes étudiantes. Donc, ça, c'est une liste de compétences. Et donc, pour chacune des professions, il y a des compétences essentielles qui sont attendues. Puis, évidemment, les programmes d'études, que ce soit techniques ou universitaires ou collégiales, visent à développer ces compétences-là pour se préparer au marché du travail. Puis c'est là que le savoir-être, pour moi, devenait une composante nécessaire à développer chez les personnes étudiantes parce que ce qu'on veut, une fois que les personnes étudiantes terminent leur programme d'études, c'est qu'elles soient bien qualifiées pour la profession qu'elles vont aller exercer. Puis on veut surtout que les employeurs qui les engagent,
les garde. Parce que plus souvent qu'autrement, on va engager quelqu'un pour ses compétences, Mhm. mais on va la remercier souvent si ça ne fonctionne pas. Puis c'est souvent le savoir-être, le savoir-être qui est inadéquat dans un contexte professionnel. C'est souvent ça qui devient comme le moteur d'un congédiement ou voilà. Est-ce que tu dirais que le savoir-être, c'est quelque chose qui est difficile à enseigner et à évaluer aussi par la suite? Est-ce qu'il est difficile à enseigner? En fait, pour l'enseigner, il faut le rendre explicite. Puis ça, c'est... là, évidemment, je fais des présentations dans différents départements. Je rencontre des équipes enseignantes, puis je leur mentionne souvent, si vous voulez enseigner le savoir-être, il faut nécessairement que vous ayez déterminé c'est quoi les éléments qui sont essentiels pour l'exercice de la profession. Donc, est-ce que c'est la rigueur? Est-ce que c'est l'assurance de soi? Est-ce que c'est la gestion des priorités? Il faut arriver à faire une liste de quelques éléments de savoir-être et il faut les rendre explicites parce que pour la personne étudiante, si on veut qu'elle les développe, ces savoir-être-là, il faut qu'elle soit en mesure de décoder c'est quoi les attentes. Puis plus souvent qu'autrement, le savoir-être, c'est souvent dans l'ordre de l'implicite. Et nous, ce qu'on veut, quand on veut l'enseigner, c'est on veut le rendre explicite pour que la personne étudiante n'ait pas à mettre toutes ses énergies à bien décoder qu'est-ce qui est attendu. Donc, la première chose, si on veut les enseigner, il faut les rendre explicites pour les personnes étudiantes. La personne enseignante aussi, elle doit camper ce savoir-être-là. Parce que les personnes étudiantes, ce qu'elles m'ont dit, c'est qu'elles apprennent beaucoup en regardant, en observant leurs enseignants, leurs enseignantes, leurs superviseurs de stage, mais aussi les collègues de classe. Donc, elles se portent un jugement entre elles sur qui a un bon savoir-être selon elles, qui a un moins bon savoir-être. Et quand une personne étudiante a un comportement en classe qui est un peu problématique et que des personnes enseignantes n'interviennent pas, ben ça les amène à se remettre en question sur, ben, est-ce adéquat de se comporter comme ça? Donc comme vous voyez, ils apprennent beaucoup dans cet ordre implicite-là. Donc, comme enseignant, moi, ce que je veux, c'est de rendre le savoir-être le plus explicite possible. Et évidemment, ben, je vais l'incarner. Donc, je vais être un modèle de ce savoir-être-là. Et évidemment, il y a d'autres stratégies, là, notamment la pratique réflexive, là, donc de diriger les étudiants à se regarder, à apprécier, en fait, dans une situation professionnelle, comment je me suis comporté, c'est quoi les agissements, le ton de voix que j'ai utilisé, l'approche que j'ai utilisée, comment j'ai géré mes émotions pour vraiment faire en sorte qu'elles puissent voir est-ce que la manifestation de mon savoir-être était appropriée ou pas au contexte dans lequel je me retrouvais, là. Moi, je suis curieuse de savoir un peu ta démarche, là. Comment tu es arrivé à répondre à ta question de recherche? Ça a été quoi ta démarche, finalement? Moi, je suis allé à la rencontre de personnes qui finissaient un programme de technique en travail social et j'ai rencontré 14 personnes qui terminaient le programme. Je leur ai demandé de compléter un bilan de savoir. Donc, le bilan de savoir, c'est un outil de collecte de données quand on s'intéresse au concept, là, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais quand on s'intéresse au concept du rapport au savoir. Donc, le bilan de savoir a amené les personnes étudiantes à faire un bilan de tout ce qu'elles ont appris sur leur savoir-être au terme du programme. Et suite à ce bilan de savoir qu'elles ont complété, j'ai fait des groupes de discussion avec elles pour les amener à discuter sur le programme, les situations qu'elles ont rencontrées pendant le programme d'études, l'accompagnement qu'elles ont eu aussi des personnes enseignantes, superviseurs de stage. Donc, je leur ai posé plusieurs questions pour comprendre, en fait, c'est quoi les modalités qui leur permettent d'apprendre. Et surtout, ce qui m'a aidé à comprendre aussi leur propre rapport au savoir-être. Donc, dans le cadre de ma démarche doctorale, c'est comme une notion inédite, là. C'est pas un construit qui existe au plan théorique, là. Je l'ai comme construit, j'ai comme proposé dans le cadre de ma démarche doctorale. Et ça permet de venir voir, quand on parle de savoir-être à une personne étudiante, c'est quoi la relation qu'elle va avoir avec ce savoir-être-là. Donc, comment le fait d'être dans une démarche pour développer son savoir-être va les engager dans une démarche de congruence entre qui elles sont et les attentes et les exigences de la profession. Donc, puis là, c'est une dynamique avec est-ce que je m'engage dans cette recherche de congruence-là ou pas? Parce que j'ai des personnes qui cherchaient cette congruence-là et il y en a d'autres qui ne la cherchaient pas, ce sentiment de congruence-là entre leur personne et l'exercice de la profession. Et il y a une autre dynamique que j'ai pu documenter qui est dans quelle mesure la personne étudiante, elle arrive à s'engager, à s'incarner comme professionnelle
en ayant des comportements qui sont cohérents avec les attentes du savoir-être ou encore comment ils ne s'engagent pas dans l'exercice d'un professionnalisme. Donc, ça m'a permis de mettre en perspective ces deux dynamiques-là. Donc, est-ce que je recherche un sentiment de congruence ou pas entre qui je suis et les attentes de la profession? Et finalement, est-ce que je m'engage dans mes actions ou pas dans l'exercice d'un professionnalisme à l'égard du savoir-être qui est attendu dans l'exercice de la profession? Puis ça m'a permis de mettre en perspective des rapports, donc des personnes étudiantes qui ont un rapport au savoir-être qui est très intrapersonnel, donc elles veulent seulement réfléchir à elles. Donc, quand on regarde qu'est-ce que tu as appris sur le savoir-être, comment tu l'as développé, bien, elles demeurent très centrées sur leur propre lecture à elles. Il y a d'autres personnes qui avaient un rapport plutôt diffus, donc on voyait que même au terme du programme, le savoir-être n'est pas très bien développé. Il garde une relation plutôt hostile envers les personnes enseignantes qui semblent être une figure d'autorité et ce sont des personnes qui ont un savoir-être plus ou moins cohérent et même qu'elles ne s'engagent pas dans cette recherche de sentiment de congruence-là. Il y a des personnes qui sont très conformistes, donc elles ont appris le savoir-être et elles l'appliquent en tout temps, peu importe le contexte. Puis ça peut être problématique aussi. Donc, si j'apprends que je dois vouvoyer quelqu'un tout le temps, bien, ça se peut qu'avec une personne, ça soit plus ou moins adéquat, surtout si cette personne-là nous demande « Est-ce que tu pourrais me tutoyer, s'il te plaît? » Et finalement, il y a un rapport qui est compétent. Donc ça, c'est vraiment les personnes étudiantes qui recherchent en fait ce sentiment de congruence-là et qu'elles veulent s'incarner comme professionnelles. Donc ce sont des personnes étudiantes qui ont un savoir-être qui contribue réellement à leurs compétences, que je parlais un peu plus tôt, et qui ont souvent une vision plutôt éthique de leur savoir-être. Donc, elles sont capables de se mesurer, de voir comment leur savoir-être vient impacter la situation. Donc, par rapport à elles-mêmes, mais aussi par rapport avec qui elles sont en interaction dans l'intervention, dans l'organisation, mais qu'elles constatent qu'elles sont des représentantes d'une profession aussi. Donc, voilà. Puis, en fait, j'étais curieuse, à travers tes questions, c'est comme si c'était très clair, tu sais, pour eux, ce qu'était le savoir-être. Tantôt, je te demandais si c'était difficile à enseigner. Tu sais, tu disais que encore faut-il que le professeur soit très au clair sur, en fait, qu'est-ce que c'est quoi mes attendus au niveau du savoir-être. Est-ce que les futurs intervenants les finissants que tu as rencontrés, est-ce que c'était clair pour eux ce qui leur avait été enseigné au niveau du savoir-être ou il y avait un flou à travers tout ça? Non, c'était vraiment très clair pour elles parce que avec le département avec lequel je travaille, on a créé un dispositif, on a créé un guide de référence du savoir-être. Fait qu'on a un guide où est-ce que les 10 savoir-être sont très bien définis, sont même décrits avec certains indicateurs, certains comportements. Puis évidemment, c'est des comportements, c'est des exemples. Puis c'est important que notre liste ne soit pas exhaustive pour se dire si l'authenticité, c'est un savoir-être que nous, on a retenu, bien voici une liste, mais tu pourrais être authentique aussi avec d'autres comportements qui ne sont pas forcément dans cette liste-là, parce que tout dépend du contexte qui va faire en sorte qu'on va pouvoir déterminer si ton savoir-être de l'authenticité est réellement adéquat ou pas, approprié ou pas à ce contexte-là. Donc, nous, on avait un matériel qu'on utilisait sur les 3 ans du programme technique. Donc, dès le cours d'intro jusqu'au stage final, c'était le même guide qui les a suivis. Et ça, les personnes étudiantes m'ont dit que c'était vraiment aidant pour elles. Donc, ça rendait clair c'était quoi les attentes en lien avec le savoir-être, là. As-tu un exemple d'un des critères de savoir-être qu'il y avait dans ton guide? Bien, il y avait, entre autres, la créativité. Donc, c'est un savoir-être qu'on voulait mettre de l'avant-plan. Puis dans la créativité, bien, c'est la capacité de recourir à une pensée divergente pour générer des nouvelles idées, se tenir informé par des formations, par des lectures pour justement pouvoir adopter des nouvelles orientations dans ses interventions. Donc très concret, là, oui, c'était des exemples très concrets, mais évidemment, tout s'applique selon le contexte. Si je suis dans une intervention de crise d'urgence,
ça se peut que ça soit pas le moment qu'il faut que je sois créatif. Puis là, il faut peut-être plus que j'ai recours à mon savoir-être de la gestion de mes émotions, du respect du rythme de la personne auprès de qui j'interviens. Donc, évidemment, ça, c'est la situation qui va venir déterminer c'est quoi les éléments du savoir-être qui sont nécessaires à mobiliser, à démontrer dans cette situation-là. Ça demande beaucoup de jugement aussi là, de la personne, Ouais. ou on va dire du gros bon sens là, aussi un peu. Oui. Puis c'est pour ça que l'intention, c'est de le développer. Tu sais, c'est de dire la personne, elle commence son programme d'études ou elle commence sa profession. Si on est un employeur puis on écoute cette entrevue-ci, c'est de se dire, bien, la personne, elle arrive dans le programme ou elle arrive dans l'emploi que je lui offre avec un bagage. Tu sais. Puis moi, j'utilise vraiment l'exemple de la valise. Tu sais. C'est-à-dire, si les trois, on décide de partir une semaine dans le tout inclus, on arrive à l'aéroport, on a chacun notre valise, mais assurément, on a des choses qui sont communes. On a probablement notre maillot de bain, nos serviettes, nos sandales, tout ça. Donc, quand il y a des personnes étudiantes qui viennent étudier dans un programme, on s'attend à ce qu'il y ait quand même des valeurs assez similaires. Mais après ça, dans notre valise, on aurait sans doute des choses qui pourraient être très différentes et ça fait en sorte que selon la journée qu'on planifie, selon la sortie qu'on décide de faire, mais je vais plus sortir ça de ma valise, ça pour m'adapter au contexte dans lequel je me retrouve. C'est souvent un exemple que j'utilise parce que je veux qu'on garde en tête que quand les personnes étudiantes se font une pratique réflexive, qu'elles tirent une leçon d'une situation, bien que cette leçon-là, ça devient un peu comme un souvenir qu'elle met dans sa valise puis qu'elle peut réutiliser à d'autres contextes. Donc, si moi, dans une situation d'apprentissage, j'ai appris que, par exemple, si j'ai à m'exprimer devant un groupe, je suis particulièrement stressé, et ça fait en sorte que je vais avoir de la misère à gérer mon stress, puis je vais perdre mon assurance, puis tout ça. Bien, je vais apprendre qu'est-ce que je dois faire pour mieux gérer mon stress. Donc, je pourrais tout simplement me dire, bien, je vais avoir une meilleure routine de sommeil la veille, je vais éviter de prendre un café ce matin-là. Donc, tu sais, je vais mettre des choses en place. Je vais peut-être avoir ma balle anti-stress au moment où je vais devoir faire cette présentation-là. Donc, je vais aller chercher les outils pour m'assurer que quand je vais faire ma présentation, bien, je puisse avoir une présentation qui puisse être cohérente, que je vais être que je vais avoir une assurance de moi-même pour faire cette présentation-là. Donc, tu sais, les apprentissages que j'ai faits pour en arriver là, bien, c'est le souvenir que la personne étudiante met dans sa valise. Puis on espère qu'au terme d'un programme, bien, qu'elle a une valise assez chargée de souvenirs qu'elle va pouvoir utiliser une fois qu'elle va être sur le marché du travail en exercice professionnel. Là. Je me souvenais que tu étais un bon intervenant, tu es un bon enseignant aussi, je crois. Tu Effectivement. nous vraiment très bien. On est là, on écoute, oui. Mais tu sais, tu nous parles des 14 finissants que tu as rencontrés, mais je pense que dans ta recherche aussi, il y a toute une portion qui était faite avec les enseignants, si je me trompe pas. Hein? Parce que le doctorat que j'ai réalisé, c'est un doctorat professionnel en éducation. Donc, l'intention, c'est de faire 2 projets. Donc, le programme est construit comme ça, là, ce doctorat. Le premier projet, c'était d'aller comprendre le rapport des personnes étudiantes avec le savoir-être qui est à développer dans un programme. Et une fois que j'ai compris, bien, les personnes étudiantes m'ont dit, voici les activités qui nous permettent d'apprendre. Voici aussi nos rapports au savoir-être. Donc, est-ce que j'ai un rapport intrapersonnel, conformiste, diffus ou compétent? Mais là, je me suis dit, bien, maintenant, il faut que je crée quelque chose. Donc, dans le deuxième projet, dans ma démarche doctorale, l'intention, c'est de faire un projet d'intervention. Donc là, je suis allé rencontrer, en fait, j'ai interpellé, ou j'ai été interpellé plutôt par des enseignantes en hygiène dentaire qui, justement, se posaient la question sur le savoir-être, qu'est-ce qu'on fait avec ça, Jonathan? Tu fais un doctorat là-dessus, est-ce que tu peux nous donner une formation? Puis moi, je me suis dit, bien, moi, j'ai un projet à faire, est-ce que vous voulez participer à un projet? Et là, j'ai fait une recherche collaborative avec elle pour justement se dire, bien, comment on peut co-construire ensemble une stratégie pour faire en sorte qu'on puisse développer un rapport au savoir-être qui va être compétent chez les personnes étudiantes. Donc, parmi on parlait des 14 personnes qui ont terminé le programme d'études, il y en a seulement 3 sur 14 qui étaient dans le rapport compétent au savoir-être. Donc, les autres étaient très conformistes, très diffus ou très intrapersonnels. Et ça m'a questionné. Je me suis dit, bien, idéalement, on aimerait ça qu'on se rende le plus possible à un savoir-être qui va contribuer à cette compétence-là. Et c'est là qu'avec les 7 personnes enseignantes,
En hygiène dentaire, ben, on a co-construit une logique. Donc, c'est un projet qui m'a autant permis de construire des stratégies pédagogiques pour tendre vers ce rapport compétent-là, que pour elles, que ça leur a permis de mieux situer leur rôle d'accompagnement, de mieux comprendre le savoir-être aussi. Donc, ça a été 6 rencontres de travail très, très, très intéressantes et stimulantes avec elles, là. Puis pourquoi avoir choisi de le faire justement en collaboration, donc avec les milieux plutôt que sur le milieu? Pourquoi avoir choisi, c'est ça? Ça, il y a un beau chapitre dans mon essai doctoral là-dessus. En fait, Résume-nous oui, le, je synthétise ça, là. En fait, c'est une question de posture épistémologique. Mon premier projet était tellement une étude sur les personnes étudiantes, puis moi, j'avais déjà voulu entamer un doctorat en psychopédagogie dans une autre université, et on avait un paradigme de la recherche où vous faites de la recherche sur, vous allez être les futurs experts en pédagogie, puis il y avait vraiment quelque chose que je le sentais pas. Tu sais, moi, je voulais faire de la recherche qui est utile pour les praticiens, qui est utile, tu sais, en fait, de produire des choses qui vont être transférables à d'autres contextes. Fait que c'est vraiment dans une perspective de cohérence épistémologique où je parle de congruence depuis tantôt, mais c'était sans doute ma démarche de congruence envers moi-même, de me dire, dans mon deuxième projet, je veux faire un projet avec les enseignantes. Je veux pas porter le chapeau d'expert sur qu'est-ce qu'on doit faire sur le savoir-être. Je le sais pas plus que vous, mais j'ai envie qu'on réfléchisse à ça ensemble. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigé un peu plus sur la recherche collaborative, là. Puis un peu plus tôt, tu parlais de quête de sens, mais d'impliquer justement une collaboration. Il me semble que ça fait aussi, ça va dans une quête de sens. Puis justement, pas de partir d'une posture que tu observes, mais vraiment que tu impliques les personnes. Exactement. Donc, c'était vraiment une perspective où je m'impliquais, j'arrivais avec des concepts en pédagogie, le transfert des apprentissages. Bien, j'ai lu là-dessus, qu'est-ce qu'on en pense, puis mon intention, c'était de poser beaucoup de questions avec elle, mais c'était des questions que je me posais. Donc, on était vraiment dans une démarche de co-construction. On a schématisé ensemble. Donc, c'est une démarche de recherche qui était beaucoup plus créative pour en arriver à dégager quelque chose qui est utile pour ces 7 enseignantes-là, puis surtout pour leur département, mais que ça m'a permis de construire aussi une logique pour développer le savoir-être qui devient aussi transférable à d'autres contextes d'enseignement, là. Mais là, entre toi et nous, là, est-ce que ça s'enseigne vraiment le savoir-être ou on a quand même ça naturellement? Ça se développe. Donc, le mot à retenir, c'est que ça se développe. Donc, oui, ça peut s'enseigner. C'est-à-dire, on peut énumérer les éléments du savoir-être attendus dans l'exercice d'une profession. Mais après ça, c'est toute une question des situations qu'on rencontre. Donc, selon une situation professionnelle, ça va me demander de mobiliser tel ou tel savoir-être. Puis il y a même un aspect qui est ma disposition cette journée-là. Tu sais, cette journée-là, quand j'arrive au travail, comment je suis disposé à aller recourir à ces éléments de savoir-être-là. Donc, ça se développe par la pratique réflexive où on veut que les personnes étudiantes puissent avoir un regard plus autocritique sur elles-mêmes, qu'elles apprennent à se connaître. Donc, qui elles sont, quelles sont leurs valeurs, en quoi leur gestion des émotions, ou en quoi leurs émotions vont venir influencer leur comportement, la personnalité, le tempérament. Le savoir-être, ça vient solliciter une sphère très personnelle chez soi-même. Donc, c'est sûr qu'une journée où les enfants ont peu dormi de la nuit, je me suis levé plusieurs fois, bien, ça se peut que cette journée-là, je sois un peu moins patient. Donc, mais il faut que j'en prenne conscience, puis que surtout que j'adapte ma journée pour faire en sorte que ce soit peut-être pas mes étudiants ou mes collègues qui se trouvent à vivre un peu les impacts de cette irritabilité-là que je pourrais avoir cette journée-là ou de cette impatience-là. Donc, c'est ça, c'est les éléments sur lesquels on va guider les personnes étudiantes. Donc, j'espère que c'est clair, cet aspect-là. Absolument. Oui, ben oui, puis justement, je vais te relancer avec une question que j'ai, puis ça va compléter. Mais qu'est-ce que tu dirais qui favorise le développement du savoir-être chez ces étudiants du collégial? Bien, qu'est-ce qui le favorise? C'est là, pour l'instant, j'ai construit un outil avec les enseignantes. On est en train de l'expérimenter. J'en parlais un peu plus tôt, on est vraiment dans des exercices de pratique réflexive, là. Donc, puis je me suis inspiré de l'incident critique
l'incident critique, il se veut quand même une méthodologie de recherche. Là. Il y a des gens qui font de la recherche à partir des incidents critiques. Puis je me suis dit, ben comment je peux amener les personnes étudiantes à ressortir des situations qui sont signifiantes pour elles. Donc, que ce soit dans des simulations au cégep, que ce soit pendant les stages, que ce soit pendant un travail d'équipe. Donc, prenons le temps de penser, là, un travail d'équipe pendant les études, c'est tellement formateur sur le savoir-être là, de la personne, comment elle arrive à être en interaction avec les autres, comment elle arrive à être en collaboration avec les autres, comment elle arrive à chercher le compromis avec les autres. Donc, c'est un contexte qui est fort intéressant pour développer le savoir-être. Donc c'est ça. Donc, pour revenir sur cet incident critique-là, l'intention, c'est d'amener la personne étudiante à identifier une situation professionnelle, à décrire le savoir-être qu'elle a manifesté dans cette situation professionnelle-là et à identifier les éléments du savoir-être de la profession qu'elle a mobilisé ou pas, ou qui auraient dû être mobilisés dans cette situation-là. Et suite à ça, c'est d'analyser en fait mes caractéristiques personnelles qui ont interféré dans mon savoir-être dans cette situation-là. L'outil qu'on a développé amène les personnes étudiantes à se poser justement des questions sur est-ce que mon impulsivité a guidé mon savoir-être dans cette situation-là? Est-ce que mes émotions ont guidé mon savoir-être? Est-ce qu'une valeur personnelle a pris le dessus? Est-ce que des caractéristiques ou de mon éducation ou des messages que mes parents me disaient, donc souvent quand j'étais jeune, qui ont interféré dans ce savoir-être-là lors de cette situation-là. Et de l'autre côté, des amener à regarder aussi c'est quoi les impacts de leur savoir-être. Donc, sur elles-mêmes dans cette situation-là, sur la personne avec qui elles sont en interaction, mais aussi sur l'équipe de travail, sur l'organisation, puis même sur la profession, là. Donc, tu sais, par exemple, une infirmière ou une stagiaire en soins infirmiers qui est plus brusque avec un patient, puis le patient décide de ne pas vouloir de soins de cette personne-là. Donc, il y a quand même des impacts sur elle, il y a des impacts sur le patient, mais il y a des impacts sur l'équipe de travail parce que là, c'est une collègue qui va devoir aller administrer les soins. Il y a de l'impact sur l'hôpital, que ce soit sur le fait qu'il va y avoir plus d'attentes. Puis évidemment, plus qu'on s'éloigne, plus que les impacts sont plus indirects, mais même sur l'image sociale de la profession. Donc, le patient pourrait se dire, ben les jeunes infirmières sont pas qualifiées, sont pas bonnes. Et donc, c'est d'amener les personnes étudiantes à voir qu'elles contribuent à une image sociale aussi de la profession qu'elles incarnent. Et suite à ça, ben, l'intention, c'est que l'étudiante elle a un beau portrait de la situation, du savoir-être qu'elle a manifesté, qu'est-ce qui a interféré dans son savoir-être et les conséquences de son savoir-être, et qu'elle arrive à dégager son constat. Donc, le fameux souvenir que je vous parlais un peu plus tôt, bien, c'est quoi le souvenir qu'elle va garder de cette pratique réflexive-là, qu'elle va mettre dans sa valise et qu'on espère qu'elle va mobiliser lors d'une prochaine situation qui va être plutôt similaire avec celle qu'elle aura analysée ici, là. Tu parles beaucoup des pratiques réflexives, puis en travail social, là, des fois, on a les contre-transferts aussi, comme à venir analyser ce contre-transfert-là, qu'est-ce qu'il a fait en moi, est-ce que c'est venu résonner, puis de la façon que j'ai intervenu, est-ce que ça a été influencé par la manière que dans mon bagage a influencé mon intervention. En tout cas, c'est ce que ça me faisait penser. Mais dans les pratiques là, pédagogiques, là, selon toi, qu'est-ce qui favorise ou qui, au contraire, freine le développement du savoir-être? Bien, qu'est-ce qui favorise? C'est sûr que, tu sais, un enseignant qui ferait comme une simulation d'une relation d'aide en classe, mais si cet enseignant-là vient modéliser, donc il vient lui-même traduire dans ses mots le savoir-être qu'il a pu manifester dans cette situation-là, il peut y avoir aussi l'enregistrement. Tu sais, l'enregistrement vidéo, là, les étudiants, quand ils s'enregistrent, faire des interventions puis qu'ils se regardent après, ça amène cette décentration-là où là, ils se voient réellement faire leurs interventions. Donc, ils sont capables de voir comment j'ai parlé avec la personne, comment je l'ai approché. Donc, ça traduit, ça leur permet d'observer là, d'un point de vue extérieur le savoir-être qu'elles ont chacune manifesté. Ensuite, ben c'est sûr que d'avoir un accompagnement par l'enseignant ou par le superviseur de stage qui va venir expliciter, ben voici ce qui est attendu ici dans notre contexte professionnel et qui va l'amener à réfléchir. Donc, tu sais, ce matin en réunion d'équipe, j'ai vu qu'il y avait ça. Qu'est-ce que ça a suscité chez toi? Qu'est-ce que tu as compris de cette situation-là? Comment tu as vu qu'ici, on travaille en équipe? T'sais, donc, d'avoir ce soutien-là dans la pratique réflexive, là, en posant des questions à cet effet-là chez les personnes étudiantes,
Donc, puis évidemment, ben, je parlais de pratique réflexive, mais à partir du moment qu'on se dote d'un outil, d'une grille, puis qu'on l'utilise pour créer cette stratégie-là chez les personnes étudiantes, qu'elles arrivent ultimement à se regarder aller par elles-mêmes, puis qu'elles puissent dégager leur propre constat de qu'est-ce qui était d'un savoir-être approprié, puis qu'est-ce qui ne l'était pas, là. Mais en fait, j'aimerais ça savoir aussi, on parle de qu'est-ce qui aide, puis est-ce que tu as des pistes sur ce qui pourrait freiner, ben des pistes, c'est justement Ouais. des mises en garde sur qu'est-ce qui pourrait freiner? Qu'est-ce qui pourrait freiner, en fait, c'est les enseignantes et les enseignants qui s'attendent à un rapport plus conformiste. Donc, des personnes qui disent, voici exactement les comportements qui doivent être faits et si je vous évalue, bien voici la liste de comportements que je dois observer, puis je vais faire un crochet quand ils vont être manifestés. Donc, là, on amène l'étudiante à être dans un rapport qui est conformiste, donc à comprendre, OK, je dois absolument répondre à ces attentes-là, mais on ne l'amène pas à réfléchir, est-ce qu'elles sont adéquates, ces attentes-là, dans le contexte dans lequel tu te retrouves. Donc, ça pour moi, c'est un contre-exemple d'y aller avec vraiment, voici les comportements, puis se dire, tu sais, la créativité, là, c'est seulement par ces 3 comportements-là que ça peut s'observer. Il faut faire preuve de souplesse sur le fait qu'il y a plusieurs autres possibilités de démontrer sa créativité, son respect, son authenticité ou autre, là, selon les éléments du savoir-être qui auront été retenus, là. Puis ça freine son développement aussi, tu sais, parce que ce que tu disais tantôt, c'est pas juste de l'avoir, c'est justement comment on le développe. Fait que si on est juste en train de cocher oui ou non, Exact. on n'est pas en train de le développer. Exact. Puis là, comme moi, là, je vais être superviseur de stage à partir de septembre. Je suis bien excitée de Wow, ça. c'est un beau défi. Oui, c'est ça, j'étais très contente de te recevoir aujourd'hui. Et là, tu as parlé d'outils concrets. Là. Bon, tu sais, des mises en situation, les enregistrements, tu sais, c'est des outils concrets. Mais, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, qui, tout comme moi, vont être superviseurs de stage, tu sais, comment accompagner quelqu'un dans le développement de son savoir-être sans tomber dans le jugement de tu l'as ou tu l'as pas, là? Oui. C'est quoi tes recommandations? Bien, mes recommandations, c'est sûr que si tu te retrouves, Myriam, à accompagner des personnes en stage, c'est d'être explicite sur ces éléments de savoir-être-là auxquels tu t'attends. OK? Donc, tu sais, ici, on est une équipe, on fonctionne comme ça. Donc, voici ce qui serait attendu. Tu sais, par exemple, on pourrait dire, tu sais, pour moi, je m'attendrais à ce que dans les premières réunions d'équipe, tu sois plus en mode observation, voir comment ça fonctionne, prendre le temps de décoder notre culture, tu sais, ces éléments culturels-là, mais d'un plan professionnel sur comment ça fonctionne ici et de questionner la personne étudiante sur, ou ta stagiaire sur c'est quoi la lecture qu'elle a, est-ce que la lecture, elle est adéquate ou pas? Et évidemment, elle risque de t'accompagner là, dans les interventions que tu vas faire au début et de l'amener à voir, elle, comment qu'elle aurait orienté l'intervention. Tu sais, donc, de l'amener à réfléchir sur ces éléments de savoir-être-là pour voir qu'est-ce qui devient approprié ou pas. Là, donc voilà, fait que, tu sais, c'est vraiment d'avoir ce dialogue-là, de partir de elle en lui posant des questions sur qu'est-ce qu'elle a observé, qu'est-ce que ça l'amène à percevoir chez elle. Tu sais, le fameux sentiment de congruence sur, tu sais, s'il y a des choses que tu n'es pas sûr si ça colle à toi, si ça fait du sens pour toi, je préfère que tu m'en parles pour éviter d'avoir des réactions puis que ça nous amène plus dans ce rapport diffus-là où il y a une confrontation peut-être un peu plus d'être vu comme en posture d'autorité. Là. Donc voilà. Fait que, tu sais, c'est d'établir ce dialogue-là, d'avoir des attentes plutôt claires, mais d'avoir le dialogue avec elle pour l'amener à mesurer comment qu'elle se voit dans l'exercice de ce rôle-là. Là. Puis, tu sais, on a parlé de ta question de départ tout à l'heure, là, Jonathan. Qu'est-ce que ton doctorat, il t'a permis de comprendre sur le développement du savoir-être? Est-ce que les hypothèses de base avec lesquelles tu partais ont été pas mal, c'est confirmées, infirmées? Y a-t-il des choses qui t'ont surprise dans tout ça? Bien, ce qui m'a surpris, c'est de voir, avec les enseignantes avec lesquelles j'ai travaillé, de voir qu'elles-mêmes avaient tendance à instaurer un rapport au savoir-être. Donc, quand elles m'ont dit, hein, tu sais, les types de rapports au savoir-être, on trouve ça vraiment intéressant parce qu'on se rend compte qu'on crée des conformismes chez nous. Puis, on est a priori bien là-dedans. Mais en même temps, on n'est pas bien parce que finalement, c'est comme pas le fun. On a l'impression qu'on fait juste du renforcement négatif sur « t'as pas eu le bon comportement, t'as pas fait ça, t'as pas... » tu sais. Donc, ça les a amenés vraiment à se remettre en question sur comment je peux changer ma propre posture pour tendre vers ce rapport plus compétent-là au savoir-être.
Moi, j'ai trouvé ça excessivement riche d'entendre le point de vue des personnes étudiantes sur le savoir-être. Et ça m'a amené vraiment à comprendre qu'il faut faire preuve de flexibilité à l'égard du savoir-être. Donc, d'avoir une souplesse dans le développement de l'étudiant parce que la valise fait en sorte qu'ils arrivent tous avec des objets, des souvenirs très différents dans leur valise. Donc, il y en a qui ont peut-être un peu plus d'histoire qui va être favorable au savoir-être et il y en a qui traînent peut-être un peu plus de boulets dans leur valise puis il va falloir les aider peut-être à délaisser des choses en cours de route qui sont peut-être plus ou moins congruentes avec le savoir-être de la profession puis les amener à mettre des souvenirs qui vont être favorables à avoir un savoir-être qui est approprié à l'exercice de la profession. Donc, ça a changé mon regard sur l'évaluation du savoir-être. Donc, au lieu de chercher à l'évaluer, peut-être chercher à le développer puis à aider la personne étudiante à apprécier son propre savoir-être au lieu de moi me placer en posture d'expert pour dire tu l'as ou tu l'as pas. Oui, c'est positif, formulé comme ça. Puis si tu avais à résumer là, pour nos éditeurs, là, en terminant cet épisode-là, une idée essentielle là, que les gens devraient retenir à propos du savoir-être. Qu'est-ce qui est à retenir du savoir-être? C'est que le savoir-être décrit une profession, décrit une profession dans un contexte particulier. Donc, la culture d'une organisation, la culture d'un milieu d'intervention va faire en sorte que l'exercice du travail social, que tu sois à la protection de la jeunesse, en centre hospitalier, dans un centre d'hébergement, le savoir-être est très différent. Là, donc, et que le savoir-être doit s'appuyer sur les ressources, les caractéristiques qui sont intrinsèques à la personne. Là. Donc, ça, c'est vraiment les mots-clés que je retiens ou que je souhaite que les gens retiennent là, à l'égard du savoir-être. Là. Hey, merci beaucoup, Jonathan. Je suis comme excitée d'avoir ma stagiaire, de l'accueillir. Vraiment, tellement concret. Oui, ça va être... c'est ça. Là, j'ai comme un nouveau regard qui s'ouvre à moi. Là. Merci beaucoup. Hey, merci de l'invitation. Très intéressant. T'as aimé l'épisode? Toi aussi, t'as réalisé un mémoire, un doctorat ou un projet de recherche en sciences sociales? On serait vraiment partant pour te rencontrer et t'interviewer dans le but de rendre la recherche accessible au plus grand nombre. Et si t'as simplement une recherche qui t'a marqué, on prend aussi les références. Écris-nous. Toutes les infos sont dans la description de l'épisode.